Salut à toutes, salut à tous. Eh bien ça y est, c'est parti. Les choses sérieuses commencent véritablement aujourd'hui. Fini le soleil de l'Australie, la chaleur du désert des Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, c'est le retour dans la froideur et la grisaille belge. C'est la première course de la saison, la première course World Tour de la saison en Europe. C'est le début de la saison des classiques. C'est le début du vélo, on va dire, véritable. Les courses d'avant, c'était sympa, mais c'était que de la préparation en vue de ce mois de mars et d'avril qui vont être décisifs pour plein de coureurs avec essentiellement donc des grandes classiques, des monuments. Et aujourd'hui, c'est le Het Nieuwsblad, la course de reprise, donc une course de 197 km avec plein de petites montées pavées. C'est un espèce de mini Tour des Flandres, en gros, on passe d'ailleurs pas mal de montées comme le mur de Grammont, le Bosberg, le Leberg, plein de petites montées comme ça connues des coureurs. Et donc, voilà, c'est une course toujours indécise. Ça peut se jouer parfois un homme solitaire, un sprint à 2 ou 3, voire même parfois un sprint un petit peu plus massif. Et donc, un scénario toujours indécis. Aujourd'hui, les favoris, déjà, on va parler des anciens vainqueurs. Ils sont 5 anciens vainqueurs au départ, en la personne déjà de Jan Tratnik, le tenant du titre, le coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe. On a aussi Wout van Aert qui sera le grand favori du jour, évidemment le coureur de la Visma Lease Bike. On a Davide Ballerini, le sprinter italien de la XDX Astana Team qui s'était imposé en 2021. On a encore Jasper Stuyven, le Belge de la Lidl Trek, ainsi que le Danois Michael Valgren, qui sont donc tous au départ, mais ça ne sera pas les seuls favoris du jour. Il y en a d'autres. On peut citer notamment Jasper Philipsen, le sprinter de l'Alpecin de Koninck, qui s'est passé les pavés. On a Yves Lampaert pour la Soudal Quick-Step, très bon également dans ce genre de course. Matej Mohoric pour la Bahrain Victorious. On a aussi Kasper Asgreen qui appartient désormais à l'IF Education Easy Post, le Danois. Stefan Kung pour la Groupama FDJ. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On a John Degenkolb pour la Team Picnic PostNL qui est toujours bon sur les classiques, un vrai coureur de classiques. On peut encore citer Nils Pollitt pour la Team Emirates, qui a également Florian Vermeersch, Team Wellens. Emirates, ils ont tout. Ils ont Pogacar, mais ils ont aussi des grands coureurs de classiques dans leur équipe. On a encore et surtout Arnaud Delis pour la Lotto, qui est le jeune Belge qui sera également un des favoris du jour. On a aussi Thomas Pidcock pour la Q36.5 Pro Cycling Team, voire Matteo Trentin pour la Tudor. Donc voilà, du beau monde. On a les 18 équipes World Tour présentes, en plus de 7 équipes de deuxième division invitées avec Israël Premier Tech, Lotto, Uno-X, Q36.5, la Team Flandre Baloise, la Tudor et l'Unibet Tietema Rockets. Voilà, il doit y avoir des coureurs qu'on ne reconnaît pas dans cette équipe. En tout cas, voilà un petit peu les favoris. Côté français, alors c'est la 80e édition de ce Het Nieuwsblad. On a dit Jan Tratnik est le tenant du titre. Autre vainqueur récent, Dylan van Baarle il y a 2 ans qui n'est pas là ce soir. Et puis Wout van Aert il y a 3 ans, Ballerini, Stuyven. On l'a dit, Greg Van Avermaet s'y est imposé à 2 reprises en 2016-2017. Mais en 80 ans, donc, aucun Français ne s'est jamais imposé. C'est quand même incroyable. 58 victoires belges en 80 éditions. Donc on peut dire qu'il y a une petite domination belge tout de même. Et aujourd'hui encore, les favoris, clairement, Van Aert, Philipsen, Delis, sont tous belges. Et donc pour la France, Christophe Laporte avait fait 3e il y a 2 ans. Mais Christophe Laporte, il n'est pas là aujourd'hui. Les meilleures chances, on a peut-être quand même... on peut citer Paul Magnier pour la Soudal Quick-Step, qui est un coureur qui pourrait se montrer. On a aussi Brian Cocard, par exemple, qui est là. Mais voilà, ça reste vraiment des gros outsiders. Ça devrait quand même pas être cette année qu'on voit un Français enfin triompher sur le Het Nieuwsblad. Mais on va voir ça tout de suite. C'est parti. La chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion ? Désolée. Et avec, allez, tout de suite, des premières attaques, un groupe là de 4 coureurs là, qui semble déjà
Cette échappée, on retrouve des coureurs. Alors voilà, les deux équipes qu'on connaît moins, la Team Flandre Baloise et l'Unibet Tietema Rockets vont vouloir placer des coureurs à l'avant. Il y en a là dans ce groupe de 4. Il y a 2 autres coureurs derrière qui tentent de les rejoindre. Ça y est, c'est parti, ça s'anime. Ça va, le peloton qui laisse partir pour l'instant une échappée d'une dizaine de coureurs en général dans ce genre d'étape. Ça peut se faire, ça peut se gérer. Et pour l'instant, voilà, ils sont 4 et 2. Il y a un autre coureur qui tente de partir derrière, de rejoindre. Il sent que le bon coup va partir assez rapidement. Il ne faut pas se faire avoir parce qu'ensuite, ce sera trop tard. Allez, on va essayer de voir qui y a dans ce groupe. Il y a un coureur de l'Arkea. Il y a 2 coureurs de la Flandre baloise. Qui on a d'autres aussi? On a un coureur de la Jayco Alula. On a aussi un coureur, c'est qui ça? C'est Astana? Non, c'est la Team Picnic Postenel là, qui a mis du monde devant aussi. Voilà, la Picnic Postenel. Allez, ça se regroupe un petit peu là, entre le 4, le 2, le 1, ça va se regrouper, ça va faire une échappée pour l'instant de 7 coureurs qui est parti derrière. C'est la Visma Leasebike en fait. J'arrête pas de l'appeler la Jumbo, mais la Jumbo, ils sont plus là, ils payent plus, donc il faut que j'arrête de dire la Jumbo. C'est la Visma Leasebike qui gère un petit peu. Ils nous ont laissé partir 7. Pour l'instant, ils en laisseraient peut-être pas partir d'autres. Alors, dans cette échappée, on retrouve Giosué Epis, l'Italien de l'Arkea Samsic. On se rappelle de lui, il était déjà parti en échappée sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race, si je ne m'abuse. On a le Hollandais Elmar Reinders pour la Jayco Alula qui est parti. On a 2 autres Hollandais pour la Team Picnic Postenel avec Enzo Leinse et Julius Vandenberg. Pour la Team Flandre baloise, on a les 2 Belges Sib De Weert et Victor Vercouilly. Et enfin, on a un coureur de l'Unibet Tietema Rockets, l'équipe hollandaise, qui place un autre Hollandais avec Artisch De Vries. Donc voilà, des Hollandais, des Belges et un Italien, des coureurs pas les plus connus évidemment, qui sont partis en échappée, qui semblent bien partis déjà. Ils ont pris une belle avance et pas sûr qu'il y ait d'autres coureurs qui arrivent à se joindre à eux s'ils ne partent pas tout de suite. Pour l'instant, la Visma gère derrière pour qu'il n'y ait que 7 hommes à l'avant. 100 km de l'arrivée, ça a avancé vite. Il faut dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu 2-3 petites chutes sans conséquence dans le peloton. On sent que c'est nerveux. On sent que c'est la vraie reprise aujourd'hui. Alors certes, il n'y a plus le soleil de l'Australie ou des Émirats Arabes Unis. Par contre, il y a quelque chose qui fait plaisir de voir. C'est du monde sur le bord de la route, des fans, du bruit, des encouragements. Ce qui n'était pas la marque de fabrique, notamment aux Émirats Arabes Unis, où il n'y avait personne, il n'y avait que le sable pour encourager les joueurs. Là, il y a du monde, c'est la Belgique, c'est le cœur de l'Europe, c'est le cœur du vélo aussi, la Belgique. Alors que tu as voilà, les échappées qui passent sur un secteur pavé, c'est le 3e de la journée, Langemount, 2500 mètres de pavé assez régulier, pas le plus dur de la journée. Il est assez long, mais il est plutôt plat, donc ça ne devrait pas faire de dégâts ni dès les échappées, ni dans le peloton qui est à 5 minutes et 51 secondes derrière les échappées. Donc un bel écart qui s'est créé pour les 7 hommes de tête. Allez, il faut en choisir, il faut en présenter un. On aime bien apprendre un petit peu sur ces coureurs qui ne gagneront pas, à moins d'un incroyable concours de circonstances. Mais voilà, ils passent la journée à l'avant. C'est eux qui souffrent le plus, c'est eux dont on parle le moins, qu'on connaît le moins. Donc on va se focuser. Est-ce que c'est français ça? J'en suis pas sûr. On va se concentrer sur le Hollandais Artisch De Vries. Alors pourquoi j'ai choisi lui? Parce qu'en fait c'est le leader de son équipe avec son numéro 241. Ça finit par 1. C'est donc le leader de son équipe. On suppose donc qu'il est plutôt bon, même si on ne le connaît pas. Il a 28 ans, le Hollandais, donc son équipe, c'est la Unibet Tietema Rockets, qui vient de monter, qui est en 2e division pour la seconde année consécutive, il me semble. Auparavant, c'était la TDT Unibet Cycling Team. Désormais, donc, c'est passé la Unibet Tietema Rockets cette saison. Elle était en Continental pendant de nombreuses années. Donc, c'est sa 2e saison en Pro Tour. Le Pro Tour, c'est la seconde division du cyclisme après le World Tour. Et dans sa carrière, à 28 ans, il compte une victoire sur le Tour de l'Antalya en Turquie. C'était l'an passé. Et il a gagné également le classement général de la Crash Breich Elite. C'est une course en France, Breich, en Bretagne. Voilà les 2 victoires à son palmarès. Il n'a jamais participé à aucun grand tour,
aucun monument. C'est probablement, j'ai vérifié ça, sa première participation même à une course World Tour. Non, l'an passé, il avait participé au René-Wii Tour, le tour du Benelux. Il n'avait rien fait d'exceptionnel. Il avait terminé 45e du classement général. Mais voilà, c'était sa première course World Tour. Aujourd'hui, c'est sa première classique World Tour. Depuis le début de la saison, il n'avait couru qu'en France, sur le Grand Prix de la Marseillaise, sur l'Étoile de Bessèges ou sur le Tour de la Provence. Là, pareil, pas grand-chose. 16e du Tour de la Provence au classement général quand même. C'est Artiche De Vries, 28 ans, mais il est à l'avant aujourd'hui. Il a pris donc le leader de l'Unibet, Tietema Rockets. Il est accompagné, on va rappeler le nom des échappés. Il est donc accompagné de Elmar Reinders, le Hollandais, de la Jayco Alula, de Enzo Lance et Julius Vandenberg pour la Picnic PostNL, de Sibé De Weert et Victor Vercouilly pour la Team Flandre baloise, et puis pour Arkea Samsic, Josué Epis, l'Italien. Les 7 hommes de tête ont 5 minutes 47 d'avance à 93 km de l'arrivée devant un peloton qui est mené par différentes équipes. On voit l'Alpecin, il n'y a pas que la Visma, il y a l'Alpecin, il y a la Q36 aussi qui travaille là pour Thomas Pidcock. Donc on a des ambitions, c'est une équipe Pro Tour, donc deuxième division, mais elle est là au devant. Clairement, Pidcock, c'est un des favoris aussi aujourd'hui, le Britannique. Le peloton qui a un petit rythme, voilà, pour l'instant. Pas de danger par rapport à l'échappée, mais ça se donne pas mal. Je vois la Groupama aussi aux avant-postes, la Lidl Trek ou encore la Team Emirates XRG. Attention, il y a eu un petit problème, une petite chute là. Ah oui, quelqu'un qui s'est fait pousser dans un buisson. De l'autre côté, on a aussi un Visma et des petits... Bon, c'est pas vraiment une chute, juste un ralentissement. On passe par des petits villages, donc il y a la chaussée qui se rétrécit. On a Victor Kampenarts qui a rejoint la Visma Lease Bike cette année, qui a un petit problème de chaîne. Et il y a aussi un problème pour Stéphane Kung, là, le leader de la Groupama FDJ. Stéphane Kung, là, qui à l'arrière, qui demande un changement de vélo, un changement de chaîne. Il a un petit problème aussi. Ça ne s'est pas vraiment tombé, mais voilà, ça s'est mis pied à terre et il y a eu des chaînes qui ont dû sauter. Et là, il y a quelques coureurs retardés. Là, on voit les coureurs de la Groupama FDJ qui roulent devant et qui sont en train justement d'être avertis à la radio qu'il faudrait peut-être arrêter parce que le leader, là, il est un petit peu à l'arrière. Alors, il n'est pas très loin, mais voilà, le temps qu'il change de vélo, il va perdre un petit peu de temps, il va perdre un petit peu d'énergie, surtout Stéphane Kung, le temps de rentrer dans le peloton. On est à 79 km de l'arrivée. Les échappés n'ont plus que 4 minutes 30 d'avance, alors qu'ils entrent sur le secteur de Hagouk, 1900 mètres de pavé. Là, ça commence plutôt en descente, ensuite ça va grimper. Et voilà, 4 minutes 30, l'écart qui a été jusqu'à 7 minutes 30 en début d'étape et qui petit à petit diminue sous l'effort de différentes équipes pour ramener ces 7 échappés tranquillement dans le rang avant la fin. 71 km de l'arrivée sur Omloop Newsblad en fait. J'ai dit Het Newsblad, ça s'appelait comme ça jusqu'à présent. Mais il semblerait que ça ait changé de nom car le sponsor Het n'est plus. Et donc c'est Omloop Newsblad. Omloop, ça veut dire circuit. C'est donc le circuit Newsblad qui se déroule aujourd'hui. Le week-end d'ouverture de la saison cycliste en Europe. Toujours très, très excitant. On va du coup en revenir un petit peu sur l'historique de ce circuit Newsblad. J'ai dit, en général, ce sont des Belges. 58 victoires belges. Le record de victoire pour 3 coureurs qui se sont imposés à 3 reprises. Ernest Sterckx, Joseph Bruyère et Peter Van Petegem. L'un dans les années 50, l'un dans les années 70 et l'autre dans les années 90. Ensuite, on a pas mal de coureurs qui se sont imposés à 2 reprises. On a 10-12 coureurs qui sont imposés à 2 reprises. Le dernier, c'est Greg Van Avermaet en 2016 et 2017. Un seul de ces coureurs est non belge. Voilà, c'est le seul coureur non belge à s'être imposé plus d'une fois. C'est Jan Stannard, le Britannique, qui s'est imposé en 2014 et 2015. Derrière donc les 58 victoires belges, on compte 5 victoires italiennes et 5 victoires hollandaises. 2 victoires britanniques donc pour Jan Stannard. Et puis une petite victoire pour l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, la Slovénie et la République tchèque. Aucune donc pour la France. Aujourd'hui, ce sont les 80 ans du circuit Newsblad. Et on va voir si c'est encore un Belge qui va s'imposer ou si on aura un coureur surprise.
Les échappés sont toujours tranquillement devant, avec 4 minutes 30 d'avance. Les grandes manœuvres n'ont pas encore commencé dans le peloton, mais ça ne saurait tarder. En général, dans les classiques, autour du kilomètre 60, 60, 50, on peut voir déjà des attaques parmi les groupes de favoris, d'autant plus que les véritables côtes pavées les plus dures vont bientôt se présenter sur la route des coureurs. Attention, un problème là pour Arnaud Delis. Encore un problème simplement de vélo, pas une chute, mais là ça prend beaucoup de temps à changer son vélo. Il est toujours à côté de sa voiture. Tiens, il donne son bidon à une petite grand-mère qui est juste à côté. Il a fait sa journée, du coup elle l'encourage et il est reparti. Le champion de Belgique, Arnaud Delis, avec son maillot forcément de champion belge. Il est aimé, il est reconnu. La petite grand-mère, elle est toute contente, elle était là au bon endroit au bon moment. Il lui a donné carrément dans la main en attendant que son vélo soit changé. Ça a pris du temps, hein. Là, il doit être bien 1 minute derrière. Ça va lui coûter là, pour rentrer sur le peloton. C'était pas le bon moment, alors que le peloton en plus est dans l'ascension là, du Valkenberg. Une ascension à 8% de moyenne. Hein. Bon, très courte, c'est 500 mètres, mais voilà, ça grimpe très fort. Et pour Delis, c'est jamais le bon moment de toute façon d'avoir un problème technique, mais là, c'était vraiment pas le bon moment. Il va perdre de l'énergie pour rentrer sur un peloton qui a toujours 4,30 de retard sur les échappés à 66 km de l'arrivée. Oh là là, ça va pas. Ça va pas pour Arnaud Delis qui doit rechanger de vélo. Alors là, ça devient presque critique. Hein. Je dis pas qu'il rentrera pas sur le peloton, mais il est possible que ce soit quasiment déjà les espoirs de victoire qui s'éloignent là, parce que là, il est très loin, il est tout seul. Je ne vois pas d'équipiers qui l'ont attendu. Ils ont peut-être d'autres cartes à jouer, la Lotto. Pour la Lotto, c'est une journée importante. C'est une équipe belge avec le champion de Belgique dans leur équipe. Donc forcément, là, c'est vraiment pas bon ce qui se passe pour Arnaud Delis. On ne sait pas c'est quoi le problème, mais il a dû rechanger de vélo. Cette fois-ci, il n'a pas donné de bidon à de petites grand-mères, parce qu'il n'en avait plus. Tiens, elle est étonnante cette scène-là avec Thomas Pidcock qui doit changer de chaussures. Alors c'est un truc que j'avais jamais vu. J'avais déjà vu des footballeurs devoir changer de chaussures, mais alors un cycliste, je ne sais pas quel était le problème, mais voilà, il est redescendu à sa voiture et on me demandait c'était quoi son problème technique avec son vélo. En fait, c'était sa chaussure. Il a enlevé sa chaussure et ils en avaient bel et bien une de rechange dans la voiture. Et il a réussi à la remettre. Ils sont agiles, hein, ces cyclistes. Il a remis sa chaussure, il est rentré dans le peloton sans problème, ce qui n'est pas le cas d'Arnaud Delis, qui est toujours un petit peu loin derrière et qui n'a pas été attendu par personne de la Lotto. Ça plaisante pas là dans le peloton, ça plaisante pas du tout sur ce passage tout droit. En fait, il y a beaucoup de vent et les gens de devant là, ils sont presque au sprint. Ça va très 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 vite. C'est une véritable lutte là pour être devant, et derrière on a des premiers lâchés. On a Ryan Mullen par exemple pour la Red Bull Borough qui a fini déjà son travail pour aujourd'hui. C'est pas bon pour Arnaud Delis qui s'apprêtait à rentrer, et cette énorme accélération là, notamment de la Red Bull et de la Team Emirates, qui se sont tirés la bourre là en tête du peloton, qui est quasiment en file indienne là, sur des routes qui sillonnent à travers les champs. C'est un super gros rythme, et l'écart qui diminue bien sûr avec les échappés qui n'ont plus que 3,40 d'avance à 59 km de l'arrivée. Ça y est, il a enfin réussi à rentrer, Arnaud Delis. On est au kilomètre 56, ça lui aura coûté, il aurait besoin de faire ça sur une dizaine de kilomètres tout seul à lutter pour rentrer. Alors j'en parle beaucoup d'Arnaud Delis parce que c'était un petit peu mon choix du jour pour un favori. J'ai pas voulu faire Wout van Aert qui est le grand favori, mais que tout le monde connaît. Arnaud Delis, on le connaît un petit peu moins. Il est jeune, Arnaud Delis. Il a que 22 ans, mais à 22 ans, le Belge, il compte quand même déjà 27 victoires dans sa carrière. C'est donc quand même énorme pour Delis. Il a passé toute sa carrière professionnelle du côté de la Lotto qui est aussi en Pro Tour. C'est pas une équipe World Tour, c'est une équipe de seconde division, la Lotto, qui va se battre peut-être pour remonter l'an prochain. Et avec un coureur comme Arnaud Delis, ça peut être une belle option pour monter en World Tour, puisque l'an prochain, ça sera la fin de la période des 3 ans. Il y a des montées-descentes toutes les 3 ans entre les divisions en fonction des résultats de ces coureurs. Et voilà, la Lotto qui est en lutte pour monter en World Tour l'an prochain. Arnaud Delis, donc 27 victoires, mais une seule victoire en World Tour. C'était sur le Grand Prix de Québec en 2023. Sinon, toutes ces autres victoires, c'était sur des courses non World Tour, du coup. Des belles courses quand même, mais comme le général du Tour du Danemark, des victoires en France notamment, sur le Trobro-Léon, sur le Grand Prix du Morbihan, ou aussi des victoires bien sûr en Belgique, sur des classiques belges,
Binge, Chimay, Binge, la Ronde van Limburg aux Pays-Bas. Voilà, plein de victoires sur des classiques. Il a participé une seule fois à un grand tour, c'était le Tour de France en 2024. L'an passé, il est allé chercher un podium sur une étape, 3e, mais il n'aura pas fait mieux. Et puis, il a participé à 2 monuments, et ça ne s'est pas bien passé. 95e de Milan-San Remo, 50e de Paris-Roubaix. Sur ces 2 monuments, c'était en 2023. L'an passé, il a fait aucun monument. Arnaud Delis, il a été touché par la maladie de Lyme, qui est, c'est une maladie un peu bizarre, qui peut parfois l'affecter, parfois non. Donc on espère que ça ne le gênera pas dans sa carrière. Et puis en ce début de saison, il a déjà une victoire, la 3e étape de l'Étoile de Bessèges en France qu'il a remportée au sprint. Donc Arnaud Delis, 22 ans, grand espoir du cycliste belge, puisqu'il est également le champion de Belgique en titre. Et c'était une carte à suivre aujourd'hui, mais avec tous les efforts qu'il a fait pour revenir dans ce peloton, ça va peut-être lui coûter trop cher. On verra ça dans le final. On est à 55 km de l'arrivée. Et là, le peloton qui est dans une première montée pavée assez violente, c'est la Visma Lease Bike là, qui fait un gros rythme. On est dans le Wolvenberg. Non, c'est Leikenberg, pardon. C'est pas le Wolvenberg, c'est Leikenberg. C'est encore plus long. C'est 1 km 200 à 5% de moyenne. Avec des passages à quasiment à plus de 12% quand même. Alors que là, il y a une chute. Là, il y a un coureur de Lidl. Il s'est pas fait mal, mais il est tombé dans un fossé. Tout simplement. Alors, un fossé en boue, en terre, c'est Dan Houle, le Hollandais de la Lidl Trek, qui a sa roue a dû un tout petit peu riper sur le pavé. Et hop, il a été entraîné sur le côté. Et il a fini dans le fossé. Alors que là, il y a des premiers mouvements dans le peloton. On a 3 coureurs là qui ont fait un trou sur le peloton. C'est un coureur de la Visma Lease Bike qui a fait un rythme, mais ça a dû cacher. Je pense que c'était pas une attaque, ça a cassé naturellement. Et il continue son effort. C'est Mathieu Brennan, il me semble, pour la Visma qui a fait ce trou. Il a un coureur d'Intermarché, un coureur de la Red Bull dans sa roue. Et derrière, c'est un coureur c'est qui cette équipe rouge qui roule, c'est peut-être la Lotto pour revenir. Et Mathieu Brennan qui en remet une, là, qui relance. Par contre, c'est clairement une attaque. Le but, c'est pas forcément d'y aller pour lui-même, mais c'est de durcir la course. On travaille pour Wout van Aert, pour la Visma. Mais en ayant un coureur devant, ça force les autres équipes à rouler. Et Van Aert peut rester tranquillement au chaud. Alors qu'on arrive juste à la fin de ce secteur de l'Eikenberg. C'était le 5e secteur pavé du jour. Et ils arrivent maintenant dans le Wolvenberg, les échappés. Ils s'enchaînaient les deux. Là, maintenant, c'est le Wolvenberg avec des passages à plus de 14%, quand même. Les échappés n'ont plus que 2 minutes 25 d'avance. Ça va être... leur temps est compté. Alors qu'on a qui avec Mathieu Brennan? On a Vito Bren pour l'Intermarché Vanti Gobert. Et puis, on a Tim Van Dirk pour Laborans Gros. Ils travaillent. Les 3, ils travaillent ensemble. Ils n'ont pas beaucoup d'avance sur le peloton. Mais ils sont une centaine de mètres d'avance. Ils décident d'en profiter. Tim Van Dirk, Mathieu Brennan et Vito Brett. Allez, ils sont repris là à 52 km d'arrivée les 3 hommes, mais ils ont accéléré la course et c'est la Visma qui immédiatement continue sur un gros rythme en tête du peloton. On durcit la course toujours à l'approche du Wolvenberg. Le peloton qui perd des éléments petit à petit, là c'est sûr. Ils montent en danseuse les coureurs de la Visma. C'est Per Strand Hagenes, le Norvégien, qui a rejoint la Visma Lease Bike cette saison, qui impose là ce gros rythme pour étirer le peloton. Alors qu'on voit là un coureur de la Uno-X, Rasmus Stiller, qui a encore un problème technique. Et à ce moment-là de la course, ça veut quasiment dire adieu pour la victoire, pour Rasmus Stiller. Le peloton est quand même toujours conséquent, en file indienne, mais il n'a perdu que quelques coureurs. Ils sont encore tous là pour la plupart. Ils étaient 174 au départ. Il y a du monde. Un coureur n'est pas parti. Ils étaient censés être 175. C'est l'Australien Edmondson qui n'est pas parti. Le coureur de la Team Picnic PostNL. Allez, un coureur d'Ineos là maintenant qui est bien sorti. Il est sorti tout seul. D'abord, c'était un coureur d'Emirates, Narvaez, qui a tenté de partir, mais on ne l'a pas laissé partir, alors que là, le coureur d'Ineos, lui, il est parti tout seul, il est bien parti. C'est Joshua Tarling.
C'est Joshua Tarling, le jeune Britannique, le gros rouleur qui est bon partout. On l'a vu sur le Tour des Émirats Arabes Unis, très bon en chrono, mais il sait aussi grimper. Et je pense que les pavés, c'est pas forcément un souci pour lui. Et là, il est bien sorti, le peloton qui ne prend pas sa poursuite. Et il va se retrouver là un petit peu. Attention, là, alors que là, il y a une chute. Oh, il y a un coureur par terre là pour la Soudal Quick Step. Bon, ça va, il se relève. C'est Gil Gelders. Gil Gelders qui est tombé là, à l'arrière du peloton, mais ça va, il se relève. Il peut repartir. Il était allongé par terre, mais plus de peur que de mal. On revoit la chute là. Ouais, il est tombé un peu tout seul. Il a entraîné personne. Ça va aller pour reprendre la course. Tarling, lui, il est parti, ça y est. Il va être intercalé là. Alors, c'est un gros effort. Les échappés sont quoi, à 1,40 devant. S'il veut les rejoindre, va falloir rouler fort. Mais bon, vu que c'est probablement un des 3 meilleurs rouleurs du monde, ça devrait être faisable. Je vais dire, pas lui poser de soucis, je n'irai pas jusque-là. Mais il peut peut-être faire la jonction. On est à 43 km de l'arrivée. Là, il est intercalé entre le peloton, désormais, et les échappés. Ah là là, l'embouteillage. L'embouteillage, qu'est-ce qui se passe là? Ça y est, ça ne grimpe plus là. Oh là là, ça tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, tous ceux qui sont pris à l'arrière, ça va être très compliqué de revenir. Ça montait, hein, c'était un secteur pavé qui grimpait beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais voilà. Tous les coureurs un petit peu à l'arrière, ça n'avançait plus. Ils étaient bloqués. Et du coup, là, attention, s'il y a un des favoris qui n'était pas très bien placé, c'est vraiment un moment décisif. Là, 42 km de l'arrivée. Il y a une trentaine de coureurs en file indienne devant. Derrière, il y a quelques coureurs éparpillés. Et derrière, il y a la centaine de coureurs du peloton qui s'est fait avoir. On va voir qui s'est fait surprendre. Et il y a beaucoup de Visma, là, je vois, dans ces coureurs retardés. Est-ce qu'il y a Van Aert? Je ne sais pas, mais j'en ai vu au moins 5 ou 6 des Visma, là. C'était l'Alpecin et la Soudal qui étaient en tête du peloton à ce moment-là. Donc pour eux, ça doit être pas mal. Pour la Visma, par contre, ouais, je vois aucun Visma. Si, il y en a un. Il y en a un. C'est Jorgenson. C'est pas Van Aert, c'est Jorgenson qui est là. Je pense que Van Aert a été un petit peu surpris là par ce ralentissement, ce blocage total là dans cette petite montée. Et du coup, ça se retourne beaucoup pour ceux qui roulent devant. On roule pour la piscine de Koenig. Donc je pense que Philipsen est lui toujours là. Il y a un beau trou. Ils sont 1, 2, 3 au moins de l'Alpecin. Je vois aussi 3 coureurs de la Soudal Quick Step. Allez, on va voir un petit peu les noms qu'il y a ici. Un coureur de la Tudor. On a Tom Pidcock qui est là dans le bon groupe. On a Caden Groves. Et le trou, voilà, on voit l'écart. Et l'écart est là avec un second groupe. On retrouve Arnaud Delis. Je pense qu'il y a Wout van Aert qui est aussi dans ce groupe. On a beaucoup de coureurs de la Décathlon. Et sauf qu'il est... Ouais, c'est un gros groupe, hein, mais c'est pas encore très bien organisé pour reprendre les 30 hommes de tête là, qui ont réussi à profiter de cette cassure. Qui est-ce qui doit rouler là, dans ce groupe? Je pense qu'on veut que ce soit à la Visma de rouler, mais bon, c'est dur, c'est en file indienne. Donc pour les Visma qui sont derrière, c'est compliqué. D'ailleurs, là, ça roule plus, là. Ça roule plus du tout dans ce groupe de reprise. Et du coup, Wout van Aert, voilà. Wout van Aert qui va tout seul. Arnaud Delis qui ne suit pas pour l'instant. Wout van Aert qui a bien compris que là, ce groupe qui s'est fait avoir. Et puis devant l'Alpecin de Koenig, là, ils donnent tout. Hein. L'Alpecin de Koenig, ils sont 4 ou 5. Ils ont fait le coup parfait. Ils ont profité bien sûr des circonstances de course, comme c'est souvent le cas dans ces classiques. Et là, ils ont bien, je dirais, 20 secondes d'avance sur le groupe Van Aert-Delis. Une trentaine de coureurs qui sont vraiment, vraiment bien partis. Et on va voir s'ils vont réussir à ne jamais faire en sorte que les autres rentrent, ou en tout cas à faire en sorte que les autres derrière dépensent énormément d'énergie pour rentrer. C'est un gros groupe derrière de 50 coureurs qui est un petit peu pris. Et Van Aert, il ne sait pas quoi faire. Là, est-ce que j'y vais tout seul? Il se retourne, il cherche des coéquipiers. Wout van Aert, c'est lui qui est en tête du groupe. Là, un coureur de la Décathlon. Désormais, qui va, c'est Stéphane Bissegger. Il a Jan Tratnik. Jan Tratnik qui s'est fait prendre aussi. Ah, il y a du monde. Hein. Il y a vraiment des gros favoris là dans ce second groupe. Ça ne s'est toujours pas repris. Hein. On est à 33 km d'arrivée. Les échappés ont 24 secondes d'avance sur Joshua Tarling. Ils en ont 39 sur le groupe d'une trentaine de coureurs là, avec Philipsen, Pidcock, Jorgenson. Et ils ont 1 minute d'avance
sur le groupe Van Aert de Lee. Il y a donc 20 secondes d'écart toujours entre le groupe Philipsen et le groupe Van Aert. Et les kilomètres passent et ces écarts sont un petit peu figés, sauf pour l'échappée qui, elle, par contre, perd du terrain clairement à grande vitesse. Parce que là, on roule à fond dans les deux groupes. Et l'écart de 20 secondes, en fait, c'est le même depuis le début. Et ça commence à être inquiétant pour Van Aert et compagnie. Tarling qui fatigue là. Tarling qui va être repris par le groupe de 30 hommes. Il n'aura pas réussi à faire la jonction. Il est repris par les 30. Et derrière, il y a un gros mouvement là de Tiesj Benoot dans le groupe de poursuivants avec Van Aert dans sa roue. Tratnik dans la roue également. Parce que ça devient compliqué. Cet écart de 20 secondes qui ne diminue pas. Et là, sur un passage en montée, on essaye de revenir. Et Tarling a été repris. Et les échappés vont pas tarder à être repris aussi. D'ailleurs, oui, voilà. Les 7 hommes de tête là... le fait qu'il y ait eu cette cassure et que du coup les hommes de tête ont voulu prendre leur différence avec le groupe Van Aert, ça a condamné les échappés qui sont repris à l'instant quelques centaines de mètres après Tarling qui n'a pas eu de chance lui non plus. Voilà, il a attaqué, c'était bien fait, mais ensuite ça s'est accéléré suite à cet ralentissement dans une montée. Les échappés sont repris et alors du coup ils sont pas encore repris, enfin ils ont 20 mètres d'avance là, ils vont être repris incessamment sous peu. On est à 30 km de l'arrivée. La course est à un rythme fou. Et la question maintenant, voilà, est-ce que le Tiesj Benoot, là, avec cet énorme effort, va pouvoir ramener Van Aert dans ce groupe de tête? En tout cas, tout le monde dans les poursuivants n'a pas pu suivre. Loin de là. On va voir, ils sont encore combien là? Le plan sur hélicoptère, il y a toujours une vingtaine de secondes. Hein. Il y a toujours une vingtaine de secondes. Il n'y a plus que 10 hommes. Il n'y a plus que 10 hommes dans la route de Benoot. Il y a Tratnik, oui. Et il n'y a pas de Lee par contre. Si De Lee est là en toute fin de ce groupe de 10, il donne tout, il faut absolument qu'il rentre la Van Aert en deuxième position. Ah non, je vois pas De Lee, c'était un maillot en fait de la Uno X. On a Narvaez aussi, tiens, qui est là. On a Antonio Morgado qui était aussi, pourquoi pas, un favori aujourd'hui. Il y a vraiment des coureurs importants. Il y a un coureur de la Cofidis, Jan Tratnik, toujours 20 secondes. Ils sont dans cette partie montant et c'est Van Aert. Hein. C'est Van Aert lui-même là qui fait le rythme. Il ne se soucie pas de savoir qui le suit ou qui ne le suit pas. Il veut rentrer absolument sur le peloton de tête. Mais voilà, il se retourne, il demande un relais. Et il n'y a personne qui passe. Il cherchait peut-être où était Tiesj Benoot aussi. Allez, dans la tête de la course, c'est un Groupama là, tiens, qui a pris la tête. Étonnant. Où est passé l'Alpecin? C'est étonnant. C'est le fait d'avoir repris les échappées. Je pense que c'est un petit peu désorganisé le groupe de tête. Il n'y a plus que 16 secondes. D'autres coureurs ont rejoint la roue des 10 hommes là, qui étaient partis en compte. Alors que là, c'est parti. Ça remonte. Le Elvenberg. Et c'est parti. Après le relais d'un Ineos, c'est encore un Alpecin de Koenig qui accélère le rythme. Wow, c'est un terrible duel entre ces deux groupes. On est sur l'Elvenberg. 1200 mètres à 3,6% de moyenne, mais des passages à plus de 9%. Est-ce que Van Aert pourra revenir à ce moment-là? L'écart qui diminue, il n'y a plus que 12 secondes, mais c'est Van Aert tout seul qui fait l'effort. Là, ça lui coûte cher. Il se retourne justement pour demander à Tiesj Benoot de faire quelque chose. Des Groupama là, qui sont lâchés. Je vois, c'est Clément Russo, Johan Jacobs. On a Jente Biermans, le leader de l'Arkea BNB Hotel, qui est lâché aussi. Wout van Aert qui recule complètement dans le groupe. Il se fait passer par Arnaud De Lee. Pourquoi? Oh là là, oui, il recule à fond même dans ce groupe. C'est Tiesj Benoot qui fait l'effort. Et là, il recule en 20e position du groupe de poursuivants. Mais voilà, ça va se regrouper. Ça va se regrouper. Van Aert, je pense qu'il a reculé à fond là parce qu'il a vraiment beaucoup donné. Attention, il y a encore des petites cassures. Il ne faudrait pas que Tiesj Benoot fasse la jonction sans qu'il y ait Van Aert dans le groupe. Allez, c'est bon pour Tiesj Benoot. Mais c'est Arnaud De Lee qui a fait une cassure là. Oh là là, c'est pas possible. Et Van Aert, du coup, est de nouveau dans le mauvais groupe. C'est compliqué là. Hein. C'est compliqué pour Van Aert et De Lee. Alors que Tiesj Benoot a réussi à faire la jonction. Il avait quoi, 10 coureurs dans sa rue. Il n'y avait ni Van Aert ni De Lee. Je pense qu'il y avait Tratnik par contre. Les Emirates qui s'étaient aussi fait surprendre avec Morgado, Narvaez semblent être plutôt de retour. Oh là, ça devrait se regrouper, mais ça a coûté cher. Ça a coûté cher à tous ces coureurs. Et ça sent bon pour ceux qui étaient dans le premier groupe, notamment pour Tom Pidcock. Tom Pidcock qui est en grande forme depuis ce début de saison. Il y a déjà 4 victoires depuis le début de la saison. Et voilà, allez, on va dire que la jonction est faite désormais entre les deux groupes. On a une 50aine d'hommes à l'avant désormais dans le peloton de tête. Et plus personne seul en tête. Ça se relève devant. On va manger, se ravitailler un petit peu. On est à 28 km de l'arrivée. Il reste encore beaucoup de routes.
et des choses à faire. Oh, il n'y a qu'un seul, il y a qu'un seul coureur qui n'a pas réussi finalement à faire la jonction, c'est Arnaud Delis. Arnaud Delis, là, ses problèmes mécaniques en début d'étape, le fait d'avoir été pris dans cette cassure puis cette poursuite, c'était trop. C'était trop pour lui, pour Arnaud Delis, et ça ne sera pas pour lui. Pour aujourd'hui, il n'est pas dans ce peloton de tête. À l'inverse de Van Aert qui lui a réussi finalement, au prix quand même de très gros efforts, à rentrer. 17 km de l'arrivée et on approche du moment décisif. Les 2 dernières ascensions pavées du jour. Le mur de Grammont, c'est 1,1 km à 7,4% de moyenne. Et le Bosberg, 900 mètres à 6,4% de moyenne. Ils vont s'enchaîner ces deux ascensions. Et ensuite, il ne restera plus qu'une dizaine de kilomètres plutôt en descente jusqu'à l'arrivée. Ça sera donc là moment le mouvement décisif. Il peut se faire, il doit même se faire maintenant pour les échapper. Alors que Tratnik là, il a crevé. Crevaison Yann Tratnik au pire moment possible. Là, Tratnik, je peux vous dire, il ne défendra pas son titre. Il ne gagnera pas aujourd'hui puisqu'il vient de créer alors que les hommes, le peloton vient d'entrer dans le mur de Grammont. Mur von Gerardsbergem en langage original. Cette formidable langue hollandaise si soyeuse. Et pour l'instant, pas de mouvement, pas d'attaque dans ce mur. Je pense que et tout le monde est un peu fatigué là, de ce mouvement, de ce duel entre les deux groupes un petit peu. On a Narvaez là, qui remontait assez rapidement. Il a été un petit peu bloqué. Je me demande s'il ne voulait pas attaquer. Pour l'instant, on a devant. On a un coureur on a Tim Wellens qui est au premier rang. Il y a Matthias Vacek qui est Et voilà, c'est Wellens, voilà. Tim Wellens. On se demandait qui, parce que ça montait un petit peu tranquillement. Et là, Wellens, c'est pas une attaque, mais c'est un énorme rythme. C'est un énorme rythme pour lâcher tous ceux qui sont un petit peu trop fatigués. Parce que si on les lâche pas maintenant, ensuite, il n'y aura plus que de la descente. Ce sera trop tard. Et là, Wellens, il fait un énorme fort. On a Sam Watson, on a 2 coureurs. Voilà. Wout van Aert qui est bien placé. Et c'est un coureur de la Lidl. C'est qui là pour la Lidl qui est si bon? C'est Jasper Stuyven probablement. Voilà, Stefan Kung, la bouche grande ouverte, mais il est là. Matej Mohoric aussi. Tish Benoot est en train de semble lâcher un petit peu. On a un coureur d'Ineos, c'est Samuel Watson là, qui est là pour la Ineos. Ah oui, là ça y est, ça lâche. On a 10 coureurs qui ont fait un petit trou sur le poursuivant. Je ne sais pas si Pidcock fait partie de ces 10 hommes-là. On a Paul Magnier là, qui est là dans un second temps. Et non, c'est Matthias Vacek pour la Lidl Trek. C'est Matthias Vacek pour la Lidl Trek qui fait le rythme et qui est... mais il est plus fort que tout le monde, Vacek, c'est incroyable. Tish Benoot là qui passe Philipsen dans les toutes premières places. J'ai vu Tim Van Dirk pour la Red Bull Boransgro qui est encore là. Pidcock, lui, est un petit peu plus loin finalement. Et c'est Matthias Vacek qui a fait... Il n'a pas vraiment fait d'écart, mais voilà, c'est lui qui a fait la montée la plus rapide et qui passe en tête. Et derrière, c'est un petit peu au compte-gouttes. Maintenant, ils vont redescendre et le Bosberg va s'enchaîner dans la foulée. Il y a quoi? Il y a 2 km de descente peut-être. Et hop, la montée du Bosberg. Et ça sent quand même une arrivée plutôt groupée. Un petit groupe qui devrait se disputer la victoire. Là, je ne vois pas un coureur faire la différence tout seul dans cette dernière ascension. Matthias Vacek qui continue son effort, en tout cas même dans la descente. Il a Matteo Jorgensen derrière lui. Il a Narvaez, il a Sam Watson, Van Aert, Kung. Et là, c'est Van Aert là, qui fait une accélération sur ce passage plat qu'il a dans la roue. Il a un coureur de la Bora. Il n'a pas fait d'écart. Van Aert, il demande un relais. Non, pas de relais pour la Bora. Non de la tête. Donc ça va un petit peu ralentir. Et ça va se regrouper. On a 2 coureurs de la Tudor là encore qui sont présents aussi. Allez, Jorgensen qui en remet un petit peu, plutôt qui a imprimé un rythme avant la dernière difficulté du jour. Le Bosberg, c'est aussi le dernier passage pavé. Ça sent, on a un groupe de quoi? Une vingtaine de coureurs là, encore ensemble en tête. Est-ce qu'il est là, Paul Magnier, là, pour le français? Ça serait cool. Je vois des maillots bleus, mais je vois pas de numéro pour savoir si c'est lui. Il y a Stéphane Bissegger pour la Décathlon, pour la Groupama plutôt. Non, pour la Décathlon. Pour la Groupama, on a Stéphane Kung. Est-ce que Philipsen est encore là? Ouais, je pense qu'il est là. Je vois un De Koninck, là, un Alpecin. Et là, ça ralentit, mais le groupe derrière, là, il y a 2 coureurs intercalés. C'est un coureur de la Décathlon, c'est Oliver Naesen avec Joshua Tarling. Tiens, il est encore là, Joshua Tarling. Il est intercalé. Derrière, il y a un groupe encore plus loin. Je pense que pour cela, ça va être un petit peu compliqué. Allez, une attaque là pour c'est Tim Wellens qui en remet une. On n'est toujours pas dans l'ascension.
Il a réussi à faire un petit écart, là, Tim Wellens. Ça y est, je pense que c'est le début de l'ascension, là. C'est Jorgensen qui était sa poursuite. Et ça revient un petit peu derrière. On pourrait avoir un encore plus gros groupe, hein, si ça se regroupait. Il est repris, Tim Wellens. C'est Jorgensen qui fait le tempo, voilà. Pour la Visma Lease Bike, on se dit, oh, un petit groupe d'une vingtaine de coureurs, ça peut suffire pour Van Aert pour s'imposer au sprint. S'il n'y a pas d'autres gros sprinteurs, ça dépend. Est-ce que Philipsen est là ou pas? Je vois un Alpecin de Koenig, mais je ne sais pas si c'est Philipsen ou non. Si. C'est lui. Il est là, Philipsen, et du coup, il devient un petit peu le favori. Là, Philipsen, c'est clairement le meilleur sprinter du groupe avec Van Aert. Allez, on a Paul Magnier qui est aussi là. Ça serait extraordinaire. Hein. Si le Français de la Soudal Quick-Step pouvait s'en sortir. Et voilà, le dernier secteur pavé, on y est. Et c'est le coureur de la Red Bull Borans, gros, qui passe en tête et qui fait le rythme. On a Abramsen pour la Uno X qui est aussi là. Et allez, c'est reparti, Matthias Vacek. Ouais, mais Matthias Vacek, c'est un favori des pavés, là. Hop, c'est de nouveau lui qui passe en tête. C'est pas une attaque, c'est juste un énorme rythme de Matthias Vacek avec Van Aert dans sa roue. Et Stefan Kung en troisième position. Narvaez aussi juste là. Ils sont quoi, 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, ils sont une quinzaine. Ils sont une quinzaine dans ce groupe. Il est possible que la victoire se joue entre ces 15-là. On est toujours dans l'ascension de ce secteur pavé, toujours mené par Matthias Vacek. Waouh, Matthias Vacek, c'est impressionnant. Et c'est Abramsen qui s'est mis dans sa roue. Van Aert en troisième position. Et derrière le groupe, il y a un groupe d'une 25 coureurs qui tentent de revenir, mais c'est Morgado qui lead ce groupe. Et c'est Pidcock, il est dans ce deuxième groupe. Hein. Pidcock, il s'est fait avoir. Il est dans ce deuxième groupe, ça me paraît très compliqué. Si ça ne relève pas dans le groupe de devant, il est possible que ce soit perdu finalement pour Pidcock. Mais pour l'instant, ça se relève justement un petit peu. Jorgensen qui se... Non, ça roule plus. Oh, ça roule plus. Ils ont fini l'ascension, il n'y a pas eu de différence. Et ça ne roule plus. Et Van Aert qui semble vouloir mettre une attaque là. Non, il s'est juste mis sur un côté pour se faire oublier, pour regarder un petit peu ce qui se passe. Intéressant. Et Jorgensen, ça y est, Jorgensen qui fait un rythme. C'est bizarre ce qu'il fait. Van Aert, il fait des zigzags et hop, il se refait... il recule de nouveau en quasiment dernière position de ce groupe, alors que c'est Jorgensen qui est devant. Je pense qu'il veut prendre de l'élan peut-être pour mettre une énorme attaque. En tout cas, ça pourrait profiter aux 20 hommes de derrière. On a Sam Watson maintenant qui fait le rythme. Rick Plumbers pour la Tudor, voilà, qui est également dans ce groupe. Et une attaque de Stefan Kung. Ah, pas mal. Personne qui, pour l'instant, se met à sa poursuite. C'est finalement Abramsen qui réagit un petit peu. Mais Stefan Kung, c'est évidemment un gros rouleur. Et là, c'est basiquement tout plat jusqu'à l'arrivée. Donc, faut pas lui donner 20 secondes d'avance à Stefan Kung. Là, hein. On est à 10 km, tout pile de l'arrivée. Il a pris un petit écart. Il y a 2 coureurs qui sont partis à sa poursuite finalement. Jorgensen derrière intercalé, derrière une petite cassure. Qui sont là? C'est Jonas Abramsen, ouais. Et c'est bel et bien Tim Van Dirk qui est encore là pour la Red Bull Brandro. Vu que Tratnik est plus là, c'est les espoirs de la Red Bull sont sur lui. Jorgensen qui ramène le petit groupe sur ces deux-là, mais pas sur Stefan Kung, qui est toujours seul devant. Mais il a quoi? Il a 5 secondes d'avance, Stefan Kung. Si ça se relève, maintenant que la jonction est faite... Oui, c'est pas mal. Allez, Stefan Kung, là, il est parti. Allez, il y a un coureur de la Tudor qui contre. Et derrière, le groupe de 20 coureurs avec Pidcock se rapproche. Alors là, ça serait intéressant aussi pour... Est-ce qu'il y a des coureurs de l'Alpecin dedans pour rouler pour Philipsen? Ah là, il y a toujours plein de scénarios possibles. Hein. Là, Stefan Kung seul en tête. Van Aert dans le groupe derrière, qui paraît le meilleur avec Paul Magnier peut-être pour un sprint. Mais un groupe derrière... Avec Jasper Philipsen, évidemment. Philipsen, il a besoin de ses équipiers pour résister aux attaques, pour rattraper Stefan Kung déjà. Je pense que ça va se regrouper. Hein. Alors que c'est Matteo Trentin qui est parti en contre de Stefan Kung et qui a réussi à faire un écart avec le... Ouais, il y a des écarts. Un troisième coureur qui est parti. Stefan Kung continue son aventure là en solo. 8,4 km de l'arrivée. Et ça y est. Jonction entre le... premier groupe avec Van Aert Philipsen et le second avec Pidcock. Du coup, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Il faut que ça se réorganise un petit peu derrière. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Stefan Kung, ce regroupement? C'est dur à le dire. Pour l'instant, c'est toujours Jorgensen qui fait le rythme.
Dans ce groupe de 40 coureurs en gros. 40 coureurs, les favoris du coup dans les meilleurs sprinteurs, Van Aert, Philipsen, peut-être Magnier, Trentin qui vient d'être repris est aussi un bon finisseur, plus probablement quelques autres que j'ai oubliés. Mais voilà, ça se relève encore un petit peu. Stefan Kung est toujours seul devant, avec une belle avance, une avance intéressante quand même. Un groupe de 3 coureurs qui tentent de partir en contre là avec Stan De Wolf pour la Decathlon AG2R, Yves Lampaert pour la Soudal Quick-Step et encore Tim Van Dierck pour la Red Bull Bora-Hansgrohe qui est basiquement dans toutes les attaques. Mais allez, ça va pas réussir. Non, ils sont repris finalement. C'est un coureur de la UNO-X qui roule. Peut-être pour Søren Veretskold, le sprinter du UNO-X qui doit être là. Hein. Si on roule pas sans raison. Parce qu'il y a des très bons sprinteurs. Si on veut que ça se termine au sprint, c'est parce qu'on a un sprinter dans son équipe. Si on fait des attaques, c'est parce qu'on n'a pas de sprinter et donc on veut arriver tout seul. C'est ce qu'a réussi à faire Stefan Kung. Il est pas mal, hein. Il a 16 secondes, 17 secondes d'avance à 5,5 km de l'arrivée. Un spécialiste du contre-la-montre, un gros rouleur. Ça pourrait être une superbe victoire pour Stefan Kung s'il arrive à tenir, alors que derrière, voilà, l'Alpecin. Enfin, l'Alpecin de Koenig, on attendait qu'il se mette en mode poursuite, ça y est. C'est fait. Il a également deux de Visma Lease Bike qui sont derrière lui, qui vont vouloir rouler pour faire en sorte que ça se termine au sprint. Il faut éviter que ça attaque, mais il faut aussi rattraper Stefan Kung alors qu'il ne reste que 5 km. 4 km de l'arrivée et il a toujours 16 secondes. Toujours 16 secondes d'avance pour Stefan Kung. C'est beau. Derrière, c'est toujours l'Alpecin de Koenig de Van Aert, de Philipsen et la Visma Lease Bike de Van Aert qui roule. A priori, c'est les deux grands favoris. Hein. Et on a aussi la Soudal Quick-Step de Paul Magnier qui roule. Voilà désormais les 3 a priori meilleurs sprinteurs de ce groupe. Mais après une étape si fatigante, Van Aert qui a fait beaucoup d'efforts. Philipsen, lui, était dans le bon groupe, semble le meilleur, le favori désormais. Mais il faut rattraper Stefan Kung. L'écart qui diminue, plus que 8 secondes à 2,5 km de l'arrivée. Ça va être compliqué. On a vu les coureurs de l'IF Education Easy Post qui ont aussi aidé dans les relais. Alors, ça veut peut-être dire que leur sprinter Madis Mikkels est encore dans le coup. Sinon, on ne voit pas trop l'intérêt. Il passe sous la banderole des 2 km. Stefan Kung, il a 8 secondes d'avance. Ah, ça va être dur, ça va être cruel, mais on sent, comme bien souvent, hein, dans ce genre de course, qu'il va se faire reprendre juste avant l'arrivée. Et maintenant, c'est un coureur de l'UNO-X qui roule, ça veut dire que Verenskold aussi doit être dans ce groupe. Et pour Stefan Kung, il va se faire reprendre là. Il va se faire reprendre sous la flamme rouge. Ça ira pas au bout pour le coureur de la Groupama. C'était un superbe effort. Il n'a pas eu de chance que ce soit rejoint. S'il y avait eu que les 10-15 coureurs derrière lui, ça aurait pu marcher. Mais avec le groupe de 20-25 coureurs qui a rejoint le premier, ils étaient trop contre lui. Et voilà, 1 km 100 de l'arrivée. Un grand virage à gauche et il est repris, Stefan Kung, à l'instant. Alors que je vois que Brian Coquard est encore là. Oh, ça serait extraordinaire. C'est aussi Coquard qui est encore là. Autre sprinter que je vois, Samuel Watson pour Ineos Grenadier qui est là. Donc il y a quand même il y a encore du monde. Il y a Jasper Stuyven aussi qui peut sprinter. Blackmore également. On a Jack Stewart pour Israel Première Tech. Il y a du monde. Il y a du sprinter. Ils sont 40-50 coureurs. C'est très rare qu'il y ait autant de monde à l'arrivée d'une si grande course. Pour l'instant, c'est Ineos qui mène. C'est Josh Tarling qui est encore là. Incroyable. Il est là et il mène probablement donc pour Watson. On est à 300 mètres de l'arrivée désormais. C'est une ligne droite. C'est Watson qui lance le premier. Sam Watson, il a Verenskold au milieu. Philipsen qui tente de le déplacer. On a Paul Magnier de l'autre côté, mais ça va être Verenskold ou Magnier. Oh, c'est pour Magnier. Oh oui. Oh, c'est entre Verenskold, Magnier et Philipsen. Van Aert, je ne l'ai pas trop vu sur ce final. Ah, va falloir voir la photo finish. Il avait l'air content, Magnier, mais personne n'a levé les bras. Hein. Aucun des 3 coureurs n'a levé les bras. Ça veut dire que personne n'est vraiment sûr. On nous montre Verenskold, on a vu Magnier content. Ça va se jouer probablement entre ces deux-là. Philipsen avait l'air un tout petit peu derrière. Allez, on va revoir immédiatement. Voilà. La photo finish. C'est Verenskold. C'est Søren Verenskold qui s'impose pour UNO-X devant Paul Magnier et Jasper Philipsen. Et ces 3-là ont bien 2 vélos d'avance sur tout le reste du groupe qui était loin derrière. Je crois que c'est Watson qui fait 4e. Ah, quel dommage pour Paul Magnier. En fait, il a secoué son vélo de rage. C'est d'être 2e. C'est la victoire pour le Norvégien Verenskold
Alors là, on l'avait pas forcément vu venir. Je l'avais clairement pas cité dans mes favoris potentiels Verenskold. Mais il l'a fait. Bravo. Bravo pour ce coureur. C'est la deuxième victoire pour un Norvégien dans cette tour, puisque Torreshoft s'y était imposé en 2009. Et donc toujours pas de victoire pour la France. Quel terrible. Il va être content, mais très déçu à la fois, Paul Magnier, de cette deuxième place. Il a quand même battu Philipsen au sprint à la régulière. Et ça, c'est une belle réussite. Mais la victoire, elle est bien pour Søren Berenskold, le Norvégien de la Uno-X Mobility. Le classement de ce circuit Newsblad, Omloop Newsblad, donc avec la victoire de Søren Berenskold, c'est la 14e victoire de sa carrière, mais sa première en World Tour, c'est donc largement la plus belle victoire pour Berenskold. Il avait déjà remporté une course cette saison sur l'étoile de Bessèges, il avait remporté la deuxième étape, il avait remporté des étapes sur le Tour de la Baloise en Belgique, des étapes sur le Tour du Poitou-Charentes aussi. Voilà, des petites courses en quelque sorte jusqu'à cette victoire aujourd'hui sur l'Omloop Newsblad. Il devance donc Paul Magnier, le jeune Français, qui va quand même être satisfait de cette deuxième place. En fait, ce que j'avais pris pour un geste de joie, il a secoué son vélo, c'était de la rage parce qu'il avait vu qu'il était derrière, qui finissait deuxième devant Jasper Philipsen, qui lui peut être déçu de cette troisième place car il était le favori là, dans ce groupe final. Ils étaient 47 à être dans ce groupe à se disputer la victoire. Le top 10 complété avec quatrième Brent Van Moer de la Lotto. Samuel Watson est finalement cinquième pour Ineos Grenadier. Superbe sixième place de Lukáš Kubíš, le champion de Slovaquie, qui roule pour l'Unibet Tietema Rockets, cette équipe un petit peu inconnue et qui place donc un coureur dans le top 10 avec Kubíš en 6e position. Pete Allegart, 7e pour la Cofidis. C'était pas Brian Cocard en fait qui était là, c'était Pete Allegart. Puis deux coureurs de IF Education Easy Post. Il roulait dans le final, il roulait en fait pour Vincenzo Albanese qui termine 8e et Marine Vandenberg 9e. Et puis Lewis Husky, 10e pour la Groupama FDJ qui complète donc ce top 10 juste devant Wout van Aert qui termine seulement 11e. Parmi les favoris qui étaient dans ce groupe, on avait par exemple Stefan Kung qui finit finalement 30e malgré son effort dans le final. On avait surtout Thomas Pidcock qui finit seulement 36e. Il n'a pas pu prendre part au sprint, pas plus que Jonathan Narvaez, 41e. Ou que les coureurs de la Team Emirates, Tim Wellens, 44e. Nils Politt, 48e. Il est terminé à 6 secondes de ce groupe de 47 coureurs. Matteo Jorgensen termine 50e à 13 secondes. Déception aussi pour Jorgensen. Jan Tratnik, le tenant du titre, qui a crevé dans le final, termine 57e à 1,56. Et puis, la vraie déception, c'est Arnaud Delis, qui termine loin, 83e à 5 minutes et 25 secondes du vainqueur. Ils sont tout de même 153 à avoir rejoint l'arrivée. Et dans ces genres de courses, les classiques, parfois les coureurs ne donnent pas tout pour en terminer, pour en finir. Il y a des abandons assez facilement. Mais aujourd'hui, il n'y en a qu'une vingtaine de coureurs qui ont abandonné avant la fin. Le dernier arrivé, c'est Manlio Mauro, l'Italien de la Movistar, qui termine dans un groupe avec quelques autres coureurs, et notamment Matej Mohoric, qui est là dans ce groupe, dans ce dernier groupe, à 9 minutes et 57 secondes. Surprenant de voir Mohoric là, si loin du vainqueur, Berenskold. Le prochain rendez-vous pour le World Tour, c'est une des courses les plus attendues de la saison. C'est la classique peut-être la plus passionnante qui mériterait presque d'être un monument. C'est les Strade Bianche en Italie. Ce sera le week-end prochain et après ce sera Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Bref, du vélo quasiment tous les jours et on s'en réjouit d'avance et on va suivre tout ça évidemment. Où ? Ici, sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.